Prime Minister Fraser. Merci, Monsieur le ministre Fraser. Je voudrais qu'on parle du 24 novembre. Est-ce que c'est vrai que les admissions express seront coupées de moitié? Le cas échéant, dans quelle mesure est-ce que cela reflète les valeurs d'IRCC? Je vais continuer avec la réponse que j'avais fournie tout à l'heure. Je ne vais pas vous parler des niveaux qui seront annoncés avant de déposer les plans d'immigration au Parlement. Tout le monde sera mis au courant en même temps. La question numéro 1, dans ce cas-ci, c'est de se demander est-ce qu'on attire les gens au Canada pour des raisons économiques afin de satisfaire les besoins de l'économie? Et la réponse est affirmative. On peut en faire plus en pensant au volet permanent et également au volet temporaire pour colmater les lacunes à court terme. Donc, en réponse à votre question, il n'y a pas de contradiction entre les messages. On va faire appel à davantage de migrants économiques et ensuite, il va falloir s'adapter à la pandémie. Il y a des gens qui sont ici grâce à des volets économiques et il faut en fait reprendre les activités liées au programme de travailleurs qualifiés. Je vous rassure, les problèmes avec ce volet est temporaire. On va reprendre le tout le plus tôt possible. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais lorsque vous parlez des niveaux d'immigration, il va falloir attendre quelques semaines d'ici à ce que nous déposions notre plan d'immigration. D'après une note de service, on dit que le Canada n'aura pas, entre guillemets, ces tirages pour les travailleurs qualifiés, que rien ne se fera avant juillet. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont en attente et beaucoup sont déjà au Canada. Donc, qu'allez-vous faire pour prolonger leur permis de travail? Quelles mesures allez-vous adopter? Quelles mesures allez-vous adopter lorsque les permis de travail temporaire viendront à échéance? Réponse. Il y a des gens ici qui travaillent déjà dans des entreprises et ces entreprises comptent sur ces travailleurs. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada et on veut utiliser l'immigration pour colmater ces brèches au niveau de la main-d'œuvre. Les gens qui viennent au Canada doivent venir ici pour satisfaire les besoins des entreprises. Il n'y a pas de pénurie de migrants économiques à l'heure actuelle. Dans plusieurs volets économiques, le programme de travailleurs qualifiés est un bon programme car on peut attirer des gens qui ont des compétences précises. On n'a pas la solution parfaite encore et on va continuer à traiter des gens qui sont dans l'inventaire, par exemple, de la migration économique. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un volet qui va offrir aux entreprises des occasions d'avoir des travailleurs. Il faut regarder dans tous les volets d'immigration pour qu'on obtienne plus de gens plus rapidement, pour qu'ils puissent travailler dans les secteurs où la pénurie de main-d'œuvre est la plus criante. Et on voudra sortir du ralentissement dû à la COVID et se lancer dans une reprise économique le plus tôt possible. Merci. La prochaine question. Please go ahead. CBC News, allez-y. Merci, Monsieur le ministre Fraser.
Vous avez parlé du processus de réunification des familles. Les gens peuvent aller en ligne et avoir une mise à jour d'informations. Mais on a parlé à des résidents permanents, à des réfugiés, à des étudiants et étudiantes, et ils disent qu'ils ne peuvent pas obtenir des mises à jour en temps opportun. Ils doivent présenter des demandes d'accès à l'information pour voir où en est leur dossier. Est-ce que vous pensez adopter des mesures pour présenter ces mises à jour en ligne? Merci beaucoup pour cette importante question. La réponse en bref, c'est oui. Mais il faut encore perfectionner le système. Moi, j'ai parlé de ces données sur la réunification des familles. Ce sera lancé le mois prochain. Donc, c'est une courte période de temps. Et on va commencer ces accès avec la réunification des familles. Je pense qu'éventuellement, on va passer au mode numérique pour tous les systèmes. C'est plus efficace, c'est en temps opportun et ça nous permet d'avoir des épargnes. Et ça améliore l'expérience clientèle, de la clientèle. Donc, si on veut passer à un système moderne, il faut utiliser la technologie qui nous permet de moderniser nos systèmes. Ce qu'il y a de bien avec ce changement, c'est que j'ai parlé à mes collègues de tous les partis et beaucoup savent ou nous disent que les bureaux de comté sont devenus des centres d'appel lorsqu'on n'a pas de réponse de la part du ministère parce qu'ils ne peuvent pas obtenir de réponse à temps. 80% des appels qui arrivent dans les bureaux de comté, c'est des appels pour des mises à jour. Si on peut offrir les mises à jour aux personnes, par exemple avec le programme de réunification familiale et éventuellement avec d'autres programmes qui relèvent d'IRCC, à ce moment-là, on pourra réduire les goulots d'étranglement dans le système et cela améliorera la capacité du ministère d'offrir de l'information à jour. Donc, la réponse est oui, mais à court terme, on peut dire que tout d'abord, on va passer au programme de réunification familiale et la vision à long terme, c'est que ce genre de système numérique s'applique à d'autres systèmes du ministère. Dans votre lettre, vous dites que les demandes de citoyenneté seraient gratuites. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Écoutez, vous comprenez certainement que l'annonce d'aujourd'hui ne portait pas sur cela. Éventuellement, on voudrait bien que le processus de demande soit gratuit pour ceux qui veulent devenir citoyens et citoyennes. J'ai pas de nouvelles fraîches aujourd'hui, mais lorsqu'on sera prêt, on sera plus qu'heureux de partager cela avec le public et parler des calendriers. Je crois qu'il nous reste environ 7 minutes pour cette conférence de presse. On va donc passer à la prochaine question. Thank you. Merci. La prochaine question est de Francis Alain, le Journal de Montréal. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur le ministre. D'abord, écoutez, je suis un peu surpris, mais ma première question va porter sur la conférence de presse même. Vous avez tout était 100% en anglais. Vous êtes ministre de l'Immigration, des Réfugiés, de la Citoyenneté du Canada. Est-ce que le fait français est important pour vous? Est-ce que c'est respectueux pour la majorité du Québec qui parle français et les francophones au Canada? Quel message envoyez-vous d'offrir votre présentation 100% unilingue en anglais? Je suis mon monde et je m'excuse. J'ai juste commencé mes études en français avant l'élection 2015. C'est très difficile pour moi de comprendre les questions parce que j'ai trouvé mes collègues qui parlent français pour la première langue parlent plus vite et je n'ai pas l'habilité pour comprendre les questions maintenant. C'est possible pour poser les questions en anglais. C'est difficile et je m'excuse. J'ai fait une promesse et j'ai continué mes études chaque semaine avec un professeur parce que c'est essentiel. I did my master at McGill and I speak Spanish, but we are here in Québec and Canada, donc je vais reposer ma question en français. Est-ce que vous trouvez ça acceptable que vous, en tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés, de la Citoyenneté, vous venez d'offrir une présentation 100% en anglais et vous ne comprenez pas le français? Est-ce que ça envoie un message positif aux faits francophones au Canada?
Voilà ma question. Non, c'est essentiel pour le gouvernement d'offrir des services en les deux langues. Mais c'est parce que la raison pour moi de continuer mes études en français. J'ai juste dit, j'ai commencé mes études en français avant l'élection 2015. Et c'est très difficile pour moi maintenant de comprendre les questions en français parce que j'ai trouvé les francophones parler plus vite pour mes oreilles. Mais j'ai continué mes études en français parce que c'est important pour moi de parler français avec les Canadiens et Canadiens et c'est essentiel pour ne pas juste parler français, mais contribuer à beaucoup de places pour les nouveaux arrivants qui parlent français au Québec et dehors Québec. If you'll allow me to offer a few comments. Permettez-moi de faire quelques commentaires en anglais. Il est fort important pour moi non seulement de continuer mon travail en français pour pouvoir m'adresser aux collectivités francophones partout au Canada, y compris le Québec, mais notre politique doit refléter la dualité linguistique au Canada. Et ça fait partie de notre identité culturelle d'être bilingue et d'utiliser les deux langues officielles. Mais vous verrez que comme ministre de l'Immigration, non seulement je vais améliorer mon français, mais je vais travailler très fort pour avoir une stratégie pour l'immigration francophone et je vais continuer à appuyer la langue française dans tout le travail que je fais. C'est important pour moi. Thank you. Merci. Next question is from Murad Hamadi from The Logic. Please go ahead. The line is open. Monsieur le ministre, les Africains, pour une résidence permanente et leurs avocats, ont dit qu'il y avait un problème au niveau juridique. Les taux de refus sont à la hausse. Vous avez dit qu'il y a des problèmes avec le système qui prend les décisions. Mais ne croyez-vous pas que les agents d'immigration ont l'impression que les demandes ne sont pas bien étudiées, étant donné l'utilisation de la technologie et le taux élevé de refus? Réponse. C'est une question fort importante. Et il y a deux volets. Tout d'abord, il faut se demander, veut-on adopter des outils numériques? La réponse, c'est oui. Mais il y a eu une augmentation de 87% d'efficacité grâce aux outils d'analyse qui font le tri des demandes. Le revers de la médaille, c'est que si on veut avoir un système moderne et numérique, il faut le faire de façon à protéger la possibilité pour les individus d'être protégés, que leur renseignement privé soit protégé et pour qu'ils aient la chance de défendre leur cas selon le processus. I will always be. Maintenant, le deuxième élément dont vous avez parlé, ça sera toujours une préoccupation pour moi. Mais d'après les conseils que j'ai reçus et les données que j'ai vues, les inquiétudes que j'aurais eues normalement ne se sont pas traduites dans les données. Alors, je vais cependant continuer à surveiller ce qui est produit avec ces données et ces outils. La qualité du travail qui peut être fait par les systèmes, ça dépend de la qualité du travail qui est fait pour établir les règlements dans le système. Alors, nous devons nous assurer de ne pas créer un système de coïncidence ou conséquences. Et en d'autres mots, il faut faire en sorte que le système ne sera pas discriminatoire. Je pense cependant que ça vaut la peine d'avoir ce système. Nous pouvons continuer à surveiller les résultats et veiller à ce qu'il n'y ait pas de conséquences non prévues. Je suis rassurée de ce que j'ai vu jusqu'à présent, mais nous pouvons continuer à surveiller les résultats de ce système. Question.
Vous dites que vous avez vu des données qui vous rassurent. Allez-vous rendre publiques ces données? Et qu'en est-il des consultants, des avocats et ainsi de suite, de gens qui s'inquiètent du remplacement de Chinook? Réponse du ministre. J'ai déjà consulté avec des personnes, avec les services juridiques pour savoir ce que nous pouvons faire pour répondre aux préoccupations de certaines personnes. Si on pense si on pense au système que nous utilisons, bon, j'hésite à tout publier parce qu'il peut y avoir des inquiétudes par rapport à la protection de la vie privée. Mais je vais utiliser votre question pour en parler avec le ministère et je serai ravie de partager toute information qu'on me permettra de partager. Monsieur le ministre, a-t-on le temps pour une dernière question? Oui, absolument. Certainement. Thank you. So the last question will be from Janice Dixon from the Globe and Mail. Please go ahead. Your line is open. Janice Dixon du Globe and Mail. Allez-y. Question. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Je vous remercie de prendre ma question. Un ancien employé afghan de l'ambassade canadienne à Kaboul a été évacué en toute sécurité au Canada. Il m'a dit qu'il a appris la semaine dernière que son frère, qui devait éventuellement venir au Canada, a été tué. Lui, il pense que ce sont les talibans qui ont tué son frère. Il dit que sa famille est en danger et il s'inquiète maintenant des enfants de son frère. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette famille et à d'autres qui ont des membres de leur famille qui attendent toujours de venir au Canada? Réponse. Tout d'abord, Janice, merci beaucoup de tout le travail de journaliste que vous avez fait par rapport à l'Afghanistan. Le travail que vous faites et d'autres qui ont couvert la situation en Afghanistan, c'est très important tout ce que vous faites. Ça m'a vraiment fait mal au cœur d'entendre parler de cette situation. La situation en Afghanistan continue d'être difficile et nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui pourraient vouloir venir au Canada. Les circonstances qu'ils vivent sur le terrain parce qu'ils ont contribué aux efforts du Canada, c'est cela qui justifie notre engagement de faire venir 40 000 réfugiés afghans en se concentrant tout particulièrement sur ceux qui ont travaillé avec le Canada pendant que nous étions présents sur le terrain. Les circonstances sont difficiles. Il y a des menaces mortes des menaces de mort, en fait, contre les personnes vulnérables. Les talibans sont une organisation terroriste en vertu du droit canadien. Je fais tout mon possible pour accélérer l'arrivée de ces personnes au Canada à partir de l'Afghanistan ou à partir d'autres pays. Ce n'est pas un dossier facile. Il y a des histoires qui font briser le cœur et j'en entends parler tous les jours. C'est particulièrement difficile d'entendre ce que vous venez de dire, mais nous allons continuer à travailler très fort pour faire venir ces personnes au Canada. Nous nous sommes engagés à faire venir 40 000 réfugiés afghans. Question. Vous avez dit que c'est difficile de faire sortir les gens du pays. Cependant, y a-t-il des mises à jour sur les efforts pour faire sortir les personnes qui sont dans le pays? Réponse. Nous discutons continuellement avec des partenaires de par le monde, des organisations internationales et d'autres partenaires dans la région. Des gens qui pourraient potentiellement travailler avec nous. J'hésite à trop en dire puisqu'il y a des conversations en cours qui sont très importantes pour ces efforts. Nous travaillons avec des partenaires, par exemple les États-Unis, pour voir ce que l'on pourrait faire. On travaille avec différents pays qui pourraient nous aider à faire sortir les gens de l'Afghanistan. Il y a des gens qui ont déjà réussi à sortir et on sait que nous avons une présence canadienne à l'intérieur du pays qui nous aide à gérer ces dossiers. Nous allons continuer à travailler là-dessus, pas seulement avec les partenaires dans la région et d'autres pays de par le monde, mais également avec l'ONU et les différentes organisations internationales pour l'immigration. Et nous allons également travailler avec différents
blocs, comme l'Union européenne, par exemple, qui cherche à renforcer sa présence dans la région. Nous allons continuer à travailler avec différents partenaires pour essayer de faciliter le mouvement des personnes pour les faire sortir de l'Afghanistan. C'est un défi énorme, mais nous nous engageons à régler ce problème puisque nous n'allons pas renier notre engagement à faire venir 40 000 réfugiés afghans au Canada, surtout ceux qui ont travaillé coude à coude avec les Canadiens. Monsieur le ministre, merci à tous. Bonne journée. Thank you so much, everyone.